Et ça, je trouve que c'est quand même Euh, oui, un problème de société. Voilà. Ça, c'était absolument. mon petit coup de gueule pour le début de l'année. Chers amis, pour ce deuxième épisode de l'année 2024, avec Guy, nous réitérons nos vœux, nos bons vœux pour vous, pour vos familles, pour les gens qui vous sont proches, n'est-ce pas, Guy? Et Nous, oui, Claude, bonjour. Et puis, bonjour. nos meilleurs vœux gastronomiques, mais pas que, parce qu'évidemment, les vœux gastronomiques, c'est une chose, mais la santé, c'en est une autre. Et c'est Ab- vrai que ça a l'air Absolument. banal, mais la santé, c'est quand même quelque chose de capital. Et l'alimentation peut y concourir, hein, on oublie quelquefois, mais nous Grandement, sommes aussi un grandement. peu ce que nous mangeons, malgré tout. Absolument. Et nous sommes là pour ça, n'est-ce pas, Guy? Alors, aujourd'hui, chers amis, avec Guy, Guy a énormément de choses à dire parce qu'il y a une actualité absolument riche sur tout plein de sujets. Donc aujourd'hui, pas de recettes, mais de belles informations de la part de Guy. Et Guy, tu souhaites parler du changement de saison. Est-ce que ça implique dans notre alimentation, je crois? Eh oui, le changement de saison, rappelez-vous, alors nous allons quand même dire à nos auditeurs que le moment de notre enregistrement, c'est le début du mois de janvier et que nous sommes le lundi qui suit la fête officielle de l'Épiphanie. Comme ça va un petit peu expliquer les choix de nos sujets de ce soir. Absolument. Euh, Nous sommes maintenant évidemment en plein hiver. Nous avons une vague de froid qui s'annonce, qu'on appelle quelquefois le Moscou-Paris dans les médias français. Hein, Oui. alors, comment est-ce que cette vague de froid est possible? Eh bien, parce qu'apparemment, moi, je ne suis pas météorologue, mais enfin, j'ai quand même un petit peu étudié ça dans mes cours. Nous aurions un anticyclone qui va se positionner sur les îles britanniques. Alors, dans la mesure où il souffle dans le sens des aiguilles d'une montre, il va nous envoyer des courants qui viennent du nord et puis des courants qui viennent du nord-est. Donc, en fait, de la plaine continentale russe, là où il fait habituellement très froid. Et c'est ce froid, on va peut-être pas le qualifier de sibérien, mais en tout cas, ce froid Ouais, quand même, extrêmement hein. continental et sec Ah qui oui. va donc nous arriver. On nous annonce à certains endroits des températures nocturnes frisant les -20 degrés. Bon, Ouais. évidemment, c'est froid, on est bien d'accord, ça ne va pas durer en principe, mais nous sommes au mois de janvier, donc voilà un petit peu ce qui se passe. Alors, nos arbres ont enfin perdu leurs feuilles, parce qu'il faut quand même bien reconnaître que il a fallu attendre, en tout cas chez nous en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais Oui, il a pareil. fallu attendre Mm. d'être au moins le 15 décembre pour que les arbres finissent par se débarrasser de leurs feuilles, au Oui. point que début décembre, on se demandait encore quand ça allait arriver. Et tout Mm. ça a eu une influence et il y a de plus en plus souvent de l'influence sur notre manière de manger. Pourquoi? Rappelez-vous ce qui se passait au mois d'octobre. Tous les journaux et tous les médias en parlaient. On était encore quasiment en été. Mm. Donc, Absolument. quand les personnes qui font leur marché se rendaient sur les étals des maraîchers, on se retrouvait avec le paradoxe suivant. C'est que les gens voulaient toujours acheter des produits, entre guillemets, d'été et de barbecue, donc des poivrons, des courgettes, des aubergines, du fenouil, la ratatouille niçoise et autres légumes grillés étaient encore en pleine faveur de nos amis gastronomes. Et les premiers produits de l'automne faisaient déjà leur apparition. Hein, il y avait Mm. déjà les potirons, les potimarrons, les châtaignes, les champignons. Donc les maraîchers étaient un petit peu face à ce dilemme. Il fallait continuer à contenter les clients qui voulaient des produits d'été avec de la tomate, avec des herbes, tout en ayant des produits à écouler qui étaient les produits d'automne. Donc on était un petit peu perdu. Pas question de commencer à faire des pot-au-feu en octobre, puisqu'il faisait encore, je dirais, suffisamment beau pour faire des barbecues. Donc Oui. ça induit automatiquement un changement dans nos mentalités, dans notre manière de manger, puisque nous sommes quand même très fortement conditionnés par le temps qu'il fait. On a rarement envie de manger une salade en plein hiver, mais on a rarement envie de manger un pot-au-feu au mois de juillet, on est bien d'accord, hein. Oui. Sauf, bon, quand on va, par exemple, en Alsace, on mange une choucroute en toute saison, hein, ou un bacon-off en toute saison. Mais ce Mm. sont vraiment des choses particulières que normalement le commun des mortels ne mange réellement
qu'en fonction, disons, du climat qu'il fait. Donc, tout ça va avoir dans le futur, je pense, des répercussions, parce que ça veut dire que la production va devoir s'adapter. Et la Oui, production, qu'est-ce que c'est? On se rend compte que dans les grandes surfaces, par exemple, et ça, tous les chefs de rayon du rayon boucherie vous le diront, si on annonce du beau temps, on doit produire des saucisses pour le barbecue et des viandes marinées. oui, Et dès le moment que le temps commence à refroidir un peu, on va devoir produire des viandes pour faire des pot-au-feu, des soupes, des ragoûts, etc. oui. Et je dirais, le professionnel doit s'adapter quasiment au pied levé, Hmm. hein, parce que plus que la saison proprement dite, c'est le temps qu'il fait dehors qui va conditionner ce que les gens vont manger et vont avoir envie de manger. Et ça, Absolument. c'est assez flagrant. Et on le voit également au printemps, lorsqu'on quitte les plats d'hiver, dès le moment où on annonce beau temps, eh bien, l'assortiment dans les grandes surfaces change du tout au tout en Oui, fonction des produits proposés. Est-ce que ce seront des produits qui vont poursuivre, je dirais, sur la lancée de l'hiver, ou est-ce que ce sont des produits qui vont déjà annoncer les premiers barbecues? Et dès le moment où il y a un premier rayon de soleil, que tout le monde sort son barbecue, au moins le midi, eh bien, il faut qu'il y ait, je dirais, les produits adéquats qui soient proposés aux clients. Et ça oui, devient de plus en plus difficile parce que ces débuts et ces fins de saison sont vraiment des choses qui fluctuent en fonction, je dirais, de la météo. Même si on voit qu'il y a une précocité au printemps pour le beau temps qui arrive et un effet de retard à l'automne pour le beau temps qui continue à rester. Donc absolument. ça va vraiment changer nos habitudes alimentaires Oui, et ce sur plusieurs semaines en début de saison et en fin de saison. oui. Et puis c'est un casse-tête pour les producteurs aussi. Ah ben c'est un casse-tête parce que forcément, on ne produit pas les choses au jour où on les vend. On les Absolument. produit plusieurs semaines à l'avance en faisant des plantations, d'abord en serre, hein, Hmm. parce que évidemment, il peut très bien, je dirais, au mois de mars faire trop frais que pour planter en pleine terre. Donc on doit produire, je dirais, les premières pousses en serre et puis cultiver les plantes pour qu'au mois d'avril, elles soient à maturité, hein, 5, 6 semaines plus tard. C'est un casse-tête. Je crois que c'est un casse-tête parce que on est devant une clientèle qui est de plus en plus exigeante et qui Oui, maintenant a l'habitude d'avoir en toute saison tout ce qu'elle a envie. tous les produits, absolument, tous Alors, les produits. je Oui. suis quand même à faire mes courses très régulièrement en grande surface et en moyenne surface et je me rends compte que maintenant, même en plein hiver, on continue à avoir des poivrons, on continue à avoir des courgettes, on continue à avoir des aubergines, alors qu'avant, ces produits-là disparaissaient réellement une fois qu'on arrivait à l'automne, hein. Oui, oui, Si on remonte 20 ans en arrière, ben, des poivrons, on en avait encore en hiver, mais ils étaient extrêmement chers et on tout à n'avait fait. plus qu'une seule variété. Maintenant, on a encore les trois, quatre couleurs, je dirais en Oui, permanence. J'ai oui. acheté ici, il n'y a pas longtemps, des courgettes parce qu'elles étaient proposées à un prix défiant je dirais toute concurrence. On se demande encore, mais y a-t-il encore des saisons finalement? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on voit bien, les météorologues disent, on va avoir un hiver moins fort et plus court. Donc, ça veut dire que la notion de saison, est en train de s'estomper un petit peu. Ah oui, tout à fait. Il est clair que si on remarque sur une cinquantaine d'années, par exemple, Hmm. euh, le moment où certaines plantes arrivent au printemps, ou certaines fleurs arrivent au printemps, et maintenant, il y a un minimum de 3, parfois 4 semaines Hmm. d'avance. Hmm. Moi, Hmm. j'ai comme ça en tête la floraison de certains magnolias ou de cerisiers du Japon, qui avant avaient lieu, je dirais, la première dizaine du mois de mai pour le cerisier du Japon. Et Hmm. maintenant, les cerisiers du Japon sont en pleine fleur en plein avril, à Oui, mi-avril. oui, oui, Donc, il y tout a à fait. 3, 4 semaines de précocité. Et alors, même chose au niveau de l'automne. Avant, à la Toussaint, toutes les feuilles des arbres étaient tombées. Maintenant, il faut attendre d'être dans le mois de décembre pour que toutes les feuilles des arbres soient par terre. Oui, Donc, on a gagné certainement 2 à 3 semaines au minimum de précocité au printemps et on a retardé l'arrivée de l'automne et de l'hiver au moins de 3, 4 semaines, Hmm. Hmm. je dirais. Il vaut mieux dans ce sens-là, dans le Oui, sens où il vaut mieux que la belle saison soit la plus longue. Si c'était le contraire avec l'hiver qui s'allonge, ce serait moins agréable, hein. Imaginons que Abs- l'hiver dure jusqu'au début du mois de mai et qu'il recommence, disons, au 15 septembre, on serait nettement moins gâté. Mais abs- autre point quand même qui est important, c'est la remontée des latitudes au niveau des cultures. hmm. Alors, il Hmm. ne vous fait pas de mystère que la vigne Ah remonte, oui, hein, puisque ah on oui. en trouve en Belgique de plus en plus. Donc, on a gagné à peu près 300 kilomètres Ouais.
ouais, de latitude, hein, au ouais, moins 200, ça c'est sûr, puisque ouais. nous avons maintenant le climat du nord de la Bourgogne et de la Champagne en Belgique, Mm, mm, climat il y a 50, 60 ans, donc il est remonté. mm, On ne chaptalise quasiment plus, en tout cas en France, alors mm. qu'avant, j'ai quand même connu une époque où même dans le Beaujolais, on chaptalisait parce que, selon les années, on n'avait pas toujours de résultats extrêmement insuffisants, en tout cas. Mm. Ben maintenant, c'est plutôt le contraire qu'on doit essayer de C'est faire, oui, absolument. c'est récolter précocement pour éviter un raisin qui soit trop mûr, trop riche ou trop Trop riche en alcoolisé sucre, oui, au oui, tout à final, quoi. fait. Tout à Hein. fait. Donc, on a cela. Bon, maintenant, il n'est pas encore dit qu'on va cultiver des ananas en Beauce, hein, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Par contre, au niveau de la Sicile, on commence avec les fruits exotiques. Oui. Il y a eu toute une émission, il y a quand même quelques mois de cela, où on parlait du changement de culture au niveau de de la Mm. Sicile, à savoir qu'on est en train de planter des manguiers et Ce de que j'ai faire vu. déjà maintenant des récoltes de mangue. Oui. Or, la mangue est quand même à la base un fruit tropical qu'on cultive en Inde, entre Mm. autres, et aux Amériques, mais qu'on commence à cultiver en Europe. Donc, et après la mangue, d'autres fruits Bien sûr, vont arriver, hein. bien Donc, ça sûr. veut dire que, et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a en France, c'était dans un sujet du journal télévisé d'Antenne 2 un samedi midi, on commence à cultiver de l'oranger. Alors, on Oui. commence à cultiver de l'oranger sous serre, on est bien d'accord, Mm. ce n'est pas encore de l'oranger, on va dire en plein champ, hein. Mm. Il est sous serre parce que malgré tout, contrairement au citronnier, l'oranger nécessite encore un peu plus de chaleur que le citronnier, hein. Mm. Il n'y a jamais quand même qu'à Menton qu'on cultive des citronniers en France, je dirais sans serre, hein. Mm. Mais Mm. par contre, Menton jouit d'un climat extrêmement favorable parce qu'il y a une espèce je dirais, de La- relief, hein, Oui, qui abrite des vents du nord, etc. Par absolument. contre, pour l'oranger, on est quand même tenu de le faire en serre. Par contre, ce sont des serres qui ne sont pas chauffées. Et ça, Oui. c'est aussi important, c'est que quand on dit serre, quelquefois on pense à serre chauffée. Mm. Or ici, ce sont des serres qui gardent la chaleur, mais qui ne sont pas artificiellement chauffées. C'est Mm. quand même important. Donc, on a comme ça toute une économie différente qui se met en place au niveau de l'agroalimentaire parce que le climat change, tout simplement. Voilà. Absolument. Alors, puisque nous sommes dans les produits, Guy, tu as un grand coup de gueule sur les prix des produits au Oui, moment oui. des fêtes. C'est-à-dire que nous avons vécu des situations, aussi bien en France qu'en Belgique, qui sont quand même relativement paradoxales. Oui. Je m'explique. Je ne vais pas prendre tous les produits, mais on va en prendre Non. quelques-uns. Nous avons les produits à base de volaille dont on peut citer sans aucun problème le foie gras, hein, qu'il Mhm. soit d'oie, qu'il soit de canard. On a annoncé, les médias évidemment s'en sont fait des gorges chaudes, c'était devenu un peu un sujet récurrent. Ah, qu'allons-nous manger pour les fêtes de fin d'année? Oui, On annonce une augmentation de X%, des 10, 15, 20%, entre autres sur le foie gras et sur les volailles. Donc la raison de cet état de fait, c'est qu'il y a eu la grippe aviaire dans le sud-ouest, mhm. qu'il y a eu des petits canards et des oies qui ont été abattus précocement pour éviter l'extension de la contamination. Oui, Donc, qui dit, je dirais, diminution du poids, enfin du poids dans le sens du tonnage proposé, euh, dit loi de l'offre et de l'allemande, donc les prix augmentent. Il y a eu le cas avec les saumons, hein. Le saumon a été aussi un des produits qui a été cité. Ah, cette année-ci, le saumon a augmenté de conclusion, on va se rabattre sur la truite. oui, Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a c'est eu le vrai. champagne également, dont on a Oui, parlé. oui, On a dit attention, le champagne, hein, le champagne augmente aussi de 10, 15, 20%, mais n'oublions pas que nous avons de très bons créments, etc., hein, et mhm. qu'il y a les cavas et qu'il y a les vins mousseux italiens qui peuvent remplacer, mais sans compter qu'en France, il y a quand même toute une série de beaux produits dans les régions, que ce soit la Bourgogne, que ce soit Absolument. On a une très belle clairette. On a l'Alsace, de que très ce belles soit, clairettes de Die. oui, voilà, que ce soit Bordeaux, que ce soit la Loire, donc il y avait tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore comme produit dont on a annoncé, je dirais, des surcoûts? Je cherche un petit peu, mais enfin, ça, c'était les principaux. Oui, c'était Donc, les qu'est-ce qui s'est principaux. passé? Oui. Oui. Il s'est passé que le client a changé un peu ses habitudes. Et Mhm. il a dit, ben voilà, oui, il y a eu les huîtres aussi, n'oublions pas les huîtres, Oui, les parce huîtres. que Ah oui, les il y a huîtres. eu le fameux épisode, je dirais, de la contamination des huîtres Oui. du bassin d'Arcachon, Oui. et qu'on a même retrouvé des contaminations, je pense que c'est en Normandie, donc il Mhm. fallait se rabattre sur les marraines oléron et sur les huîtres de Bretagne. Bon, Mhm. donc tout ça étant dit, les prix ont augmenté.
le client s'est également méfié. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé ses habitudes et on est passé comme ça, je dirais, de la dinde ou bien du chapon, on est passé à la raclette qui s'en est bien tirée parce qu'évidemment, qu'est-ce que les gens se sont dit? Ben, la raclette, elle n'augmente pas de prix, c'est facile, c'est convivial. Le gros avantage d'une raclette, c'est que ça ne nécessite pas pour la ménagère ou pour la personne qui reçoit de faire des mises en place fastidieuses. Hein. On achète le fromage, si Oui, on met l'appareil au milieu de la table, parce qu'évidemment, quand on fait la raclette à la traditionnelle, il y a quelqu'un qui doit se sacrifier et on doit, je dirais, racler le fromage au fur et à mesure oui, qu'il est fondu. Mais quand on le fait, je dirais, avec l'appareil à raclette, on achète d'ailleurs plusieurs variétés de raclette, enfin de mm, fromage. On achète à la graine de moutarde, au piment, aux truffes, à tout ce qu'on veut, hein, et chacun fait un petit peu sa petite tambouille. Donc les gens se sont un petit peu dirigés vers d'autres produits. Alors, dans les grandes surfaces, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu, avant même le réveillon de Noël, des saumons entiers de 3 kilos qui étaient bradés à 50% parce qu'on ne trouvait pas acheteur. mm. Mais qui voulez-vous? C'est la réflexion que je me suis fait. Je n'en ai pas acheté pour une raison toute simple, c'est que je n'en avais pas l'utilité. J'aurais pu les nettoyer et puis les congeler, mais je n'avais pas de place. Qu'est-ce qu'on a fait de ces saumons-là? Eh bien, on les a jetés. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé avec les dindes et avec les chapons? On a bradé au lendemain, quand je dis le lendemain, c'est en réalité, oui, le lendemain de Noël, des dindes et des chapons à moins 45 et moins 48%, et même, je dirais, à moins 50%. J'en ai vu des frigos entiers. Et je me suis renseigné, bon, je n'en ai pas acheté non plus, je me suis renseigné auprès d'une responsable dans un magasin, parce que je me suis dit, tiens, il n'y en a plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a dû tout jeter, monsieur, parce que une fois que la date de péremption est arrivée, bien un sûr. jour ou deux après Noël, bon, alors il y a une loi qui, en principe, oblige à donner aux restaurants du cœur les produits invendus, etc. Encore faut-il que ces bénévoles dans les restaurants du cœur se rendent dans les magasins en question. Et ce n'est pas toujours évident. Rappelez-vous l'actualité en France, qu'est-ce que c'était? On a incendié dans une localité, je ne sais pas laquelle, on a Oui, incendié volontairement des véhicules, oui, je dirais des banques alimentaires et des restaurants du cœur. absolument. Or, Et même la des loi entrepôts. et les entrepôts. Or, la Oui, loi impose que toute denrée maintenant soit transportée avec des moyens adéquats, donc des véhicules réfrigérés, etc. Pas question que le bénévole dise je prends ma voiture, je mets des caisses dans le coffre et on va charger les marchandises. C'est de nouveau interdit. Je vais reprendre l'exemple des fameux saumons. En tant que oui, professionnel, vous avez un saumon entier de 3 kilos, ben, vous savez comment vous devez faire pour le découper, pour relever les filets, enlever la peau, etc. Que voulez-vous donner à une personne qui est dans le besoin un saumon de 3 kilos qui n'a comme arme pour se défendre qu'un petit couteau de cuisine. oui, Voilà. oui, Donc, entre la bonne volonté et l'efficacité, il y a une très très grande marche. Et ce oui, qui me fait, je dirais, hurler, quoique je ne sache pas quelle serait la bonne solution, ce sont ces tonnes de marchandises qu'on a jetées, parce que si je ne prends que les deux magasins auxquels j'ai fait référence, c'était, on dépassait les centaines de kilos, hein, oui, oui, attention, hein, bien au sûr. total. Oui, Ce oui, qui veut dire qu'à l'échelle d'un pays, ce sont des tonnes et des tonnes de marchandises qui ont été jetées. Alors qu'à côté de ça, nous avons des gens qui sont de plus en plus nombreux à se masser à l'entrée des banques alimentaires oui, parce qu'elles n'arrivent plus à se nourrir et à trouver de quoi manger tous les jours. oui, C'est quand même un fameux paradoxe de notre société. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il absolument. aurait peut-être fallu faire? Je n'en sais rien. Mais est-ce que le fait que les médias aient tellement parlé, je dirais, de ces produits qui allaient renchérir, qu'il fallait donc se diriger vers autre chose, n'a pas finalement eu une mauvaise action, Un effet qui était que pervers. les gens se sont détournés de ces produits-là, Oui, tout simplement, alors qu'ils les auraient de toute façon achetés, quitte, oui, quitte à prendre un chapon de 2,5 kg plutôt que de 3 kilos peut-être, hein, oui. mais il est resté comme ça des quantités impressionnantes de marchandises qui, n'ayant pas trouvé preneur, ont été finalement galvaudées. Et ça, je trouve que c'est quand même un Euh, problème, oui, un problème de société. Voilà. Ça, c'était absolument. mon petit coup de gueule pour le début de l'année. Euh, Mais je le comprends et alors, et j'ai encore assisté à autre chose. Hein. ouais. Dans la manière dont les jours s'organisaient au niveau des fêtes par rapport aux jours de la semaine, je vais faire mes courses dans une moyenne surface et je vois que tous les cœurs de l'an neuf sont à 50%. Et ce Mm. n'était pas, je tiens à le préciser,
ce n'était pas la veille, c'était pas le jour du réveillon, hein, Hmm. c'était déjà la veille. Bon, j'en ai acheté évidemment, et je me suis dit, mais plutôt que de mettre, admettons 10 euros, c'était de l'ordre du prix, hein, plutôt que de mettre 10 euros dès le départ, et puis après de devoir vendre les trois quarts à 50% du prix, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant de les mettre à 6,50 € ou à 7 euros dès le début et de les vendre tous dans de bonnes conditions, plutôt que de devoir en jeter peut-être 30 ou 40%? Oui, Donc, de nouveau, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que dans le chef des responsables de magasin, il y a une réflexion suffisante quand on doit adapter le prix? Est-ce que vouloir vendre au dernier moment tout à 50% et ne pas y arriver a du sens alors qu'il suffisait d'avoir un prix un peu plus intéressant dès le départ? oui, Ça, c'est la oui. réflexion globale que je pense qu'on pourrait avoir. Oui, mais alors ça, ça recoupe tout plein d'autres sujets. Ah oui, Euh, que- évidemment. que- Eh que- oui. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que l'on veut gagner de l'argent rapidement? Est-ce qu'on veut éventuellement gagner de l'argent rapidement? Ou alors on accepte d'avoir un petit peu moins d'argent et on a une politique beaucoup plus intelligente pour vendre des produits? Mais si on est sûr de vendre tout à un prix légèrement inférieur, ça me paraît quand même beaucoup plus intéressant. Et à mon avis, le chiffre d'affaires est meilleur que de Bien dire je sûr. ne vends qu'un peu au prix plein, une partie à la moitié du prix, où je ne gagne peut-être pas grand-chose, et puis je dois quand même jeter des choses que j'ai achetées, parce que finalement, les choses qui seront jetées au final, il a quand même bien fallu que le magasin les paye. Et qu'est-ce qui va se Absolument. passer? Comme le chiffre d'affaires, mais surtout le bénéfice doit rester constant à la fin, cette Hmm. perte-là va être répercutée sur les clients dans tous les autres produits, Bien sûr. puisqu'évidemment, il y a eu une perte à un moment donné, il faut bien la récupérer quelque part. Au final, c'est clair que c'est le client qui va y perdre, hein. Bien Mais sûr. je trouve ça quand même malheureux de jeter de la marchandise qui est parfaitement consommable. Absolument. Alors, Guy, je crois que maintenant tu vas nous parler de l'épiphanie par Juret. Eh oui, oui. Alors, c'est un sujet que nous avions déjà traité Oui, oui. en long et en large l'année passée. Je ne vais donc plus le traiter de manière aussi profonde, mais simplement rappeler un peu ce qui se passe. Alors, le lundi par juré ou le lundi perdu est ce qu'on appelle le troisième réveillon dans la région de Tournai. Ah, Et quand on écoute les gens qui ont été interrogés, à ce que ce soit à la radio ou que ce soit à la télévision, les Tournaisiens, donc les habitants de la ville de Tournai, qui est une localité de Belgique, qui fut capitale de la France, ne l'oublions pas, la première capitale de la France, c'était Tournai, hein. mhm. Ça, les Français ne le savent pas, mais Pas pourtant, du c'est tout. ainsi. Puisque Tournai était la capitale du roi Clovis, et que Clovis est le premier roi des Francs, et le Oui. premier roi de France. Mhm. Donc, c'était Tournai qui était la capitale. Donc, Tournai, qui est un évêché, qui est une ville de taille moyenne avec une superbe cathédrale, hein, qui est une des plus belles de Belgique, à la fois romane et gothique, fête le lundi par juré. Alors, le lundi par juré, c'est le lundi de l'Épiphanie. Donc, c'est le premier lundi qui suit, je dirais, le dimanche, le premier dimanche de l'année, si ce n'est pas Noël, hein, Oui. ou si ce n'est pas le Nouvel An, pardon. Mhm. Donc, il y a une fête qui est organisée avec un repas et une coutume toujours très très vivace et qui aurait 7 siècles d'âge. Mhm. À savoir que cette coutume remonte au Moyen Âge et se base également, parce que tout a une origine, hein, se base sur une fête romaine qu'on appelait les Saturnales. Alors, Oui. qu'est-ce qui se passait à ces fameuses Saturnales? Mhm. Lors des Saturnales, qui était la fête, disons, qui avait lieu aussi aux environs du, du solstice d'hiver, on élisait au sein d'une maisonnée, on élisait un roi ou un chef ou un maître pour une journée, et c'était souvent un esclave qui était désigné. Mhm. Et c'est lui qui devenait le responsable, le chef de la maison. Bon, son titre lui était évidemment retiré à la fin de la journée. Oui. Les Romains n'étaient pas fous, hein, soyons clairs, et même mieux que ça. Son effigie était brûlée à la fin de la journée pour bien lui signifier que Oui, c'était c'était fini. fini son règne, hein. Bon, voilà. Alors, à tourner, le fameux lundi par juré fait référence, je dirais, à la non-exécution par les rois mages, et je vais rappeler un petit peu le contexte, je dirais, de leur retour chez le roi Hérode. Alors, qu'est-ce que les évangiles nous disent?
qu'à un moment donné, 3 mages venus d'Orient ont suivi une étoile, hein, et que cette étoile leur annonçait la venue du roi des Juifs. Bon, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous allons aller à Jérusalem. Il y avait la cour du roi Hérode le Grand, hein, qui était à Jérusalem à ce moment-là. Ils sont allés au palais royal, ils ont rencontré le roi Hérode et lui ont demandé, tiens, où est né le fameux roi des Juifs? Alors Hérode n'était pas au courant, bien entendu, hein. Il a dit, écoutez, je ne sais pas, mais suivez votre instinct, suivez votre étoile, et quand vous l'aurez trouvé, surtout venez me le dire, parce que ça Oui, m'intéresse de le savoir, que j'aille aussi me prosterner. Bon, évidemment, Hérode avait une autre idée derrière la tête, absolument. hein, c'était de ne pas se laisser, je dirais, embarrasser par un enfant nouveau-né qui risquait de lui prendre sa place, hein, et il s'en est suivi le fameux massacre des saints innocents. Mm. Mais les mages, ayant donc rencontré la Sainte Famille à Bethléem, ont adoré l'enfant, ont donné leurs présents, et puis remontés sur leurs chameaux, ils ont été avertis en songe qu'il fallait éviter d'aller apporter la bonne nouvelle au roi Hérode, parce que celui-ci avait une idée derrière la tête. Donc ils sont rentrés dans leur pays sans repasser par Jérusalem. Bon, donc ils se sont parjurés, ils avaient promis au roi Hérode de venir lui annoncer l'endroit où était né le Messie, et puis ils ne l'ont pas fait. Donc le lundi parjuré, c'est ce que ça veut dire. Alors l'histoire, disons, folklorique parle de ce symbole religieux, mais en réalité, il y a une autre explication qui serait plutôt une explication légale, hein, et qui traitait d'affaires de tribunal. Mais peu importe, restons sur l'idée du folklore. Oui, Alors, on appelle également ce lundi le lundi perdu. Pourquoi? Parce que anciennement, ce n'est plus vraiment le cas maintenant, mais anciennement, tout était mis à l'arrêt, que ce soit les usines, les entreprises, les commerces, tout était mis à l'arrêt ce fameux lundi perdu, ce qui veut dire qu'il était perdu parce qu'à l'époque, les ouvriers, quand ils ne travaillaient pas, n'étaient pas payés, hein. ouais. Donc évidemment, c'était perdu pour tout le monde. Néanmoins, on faisait la fête. Alors, il y a toute une série d'articles sur le fameux lundi perdu. Je vous ai envoyé Mm. les liens Internet. Oui, je les mettrai. Oui, On pourra les mettre. Il y a une absolument. tradition. Tout d'abord, il y a le menu. Alors parlons un petit peu du menu et expliquer ce qui s'y passe dans ce fameux menu. Comme c'était un menu populaire, il n'était pas, je dirais, réalisé avec des produits qui étaient très chers. Il était réalisé avec des produits du terroir et souvent les gens élevaient des lapins. Alors, il est même dit dans le texte que ceux qui n'avaient pas de lapin pouvaient très bien utiliser du chat, hein, parce qu'à l'époque, Oui, on ne s'embarrassait pas trop de la différence entre l'un et l'autre, oui. et c'était le moment où toutes les ménagères qui avaient un chat le rentraient soigneusement chez elles pour éviter que des gens mal intentionnés n'attrapent leur chat, hein, Ouais. et ne le cuisinent ce jour-là. Alors, il y a le plat principal, mais avant ça, on servait de la petite saucisse. Alors, une petite saucisse qui était généralement donnée par le boucher. Pourquoi? Parce que les clientes allaient chercher 2 produits chez le boucher. Celle qui n'est pas de lapin allait chercher un lapin, et elles allaient également chercher du mutio. Alors, le mutio, qu'est-ce que c'est? C'est un plat que l'on prenait après le plat principal. C'est un genre de tête pressée qu'on appelle en France éventuellement du fromage de tête. Voilà, oui. Alors, c'est une tête pressée qui avait, je donnerai un petit peu d'explication après, mais qui avait la particularité, qu'il a d'ailleurs toujours, d'être réalisée chez soi dans une assiette creuse, tandis que les bouchers vont éventuellement la réaliser en terrine, et qu'on mange après le plat principal. Alors les bouchers, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais pour récompenser leur fidèle clientèle, ils offraient de la petite saucisse qui était consommée en entrée. Donc, pardon, le repas commence par de la petite saucisse qu'on va servir, soit avec de la compote de pommes, soit avec du chou qui a été cuisiné au sein doux. Alors, ça peut être du chou rouge, ça peut être du chou blanc, et nous aimons bien en Belgique le chou rouge parce qu'on le traite, entre guillemets, à la flamande, c'est-à-dire en version sucrée salée, hein. Ah oui. Donc le chou rouge se traite avec des pommes et avec de la cassonade, et avec éventuellement du petit salé, mais nous adorons, et du vinaigre, nous adorons le chou rouge cuisiné de cette manière-là. Donc on Mhm. commence par les petites saucisses. Ensuite, vous avez le fameux lapin. Alors c'est un lapin qui était cuisiné, non pas comme la tradition de la cuisine belge de voudre à la bière, mais à l'eau. Mm. Alors, il y a des oignons, on fait roussir à la fois les morceaux de viande et puis ensuite les oignons. On ajoute du thym, du laurier. On mouille avec de l'eau. Alors évidemment, on pourrait dire, mais tiens, on pourrait mouiller avec de la bière puisqu'on est en Belgique. Mais Oui. comme c'était un plat du pauvre, ils n'avaient pas les moyens de mettre de la bière pour un usage aussi vil que la cuisine. Donc on mouillait à l'eau, Mm. hein. On mouillait à l'eau, on cuisait le lapin. Avant la fin de la cuisson, on ajoutait des raisins secs
et des pruneaux qu'on avait fait macérer à l'eau bouillante pour les gonfler un petit peu. Et ensuite, on rajoutait un petit peu de cassonade, éventuellement un filet de vinaigre dans la sauce. Pardon. Alors, j'ai mangé de ce fameux lapin dans un restaurant sur la Grande Place de Tournai il y a quelque temps, mais j'étais un peu déçu parce que, non pas qu'il n'était pas bon, mais il était extrêmement sucré. Ah, Et ça, je oui, trouvais que c'était un peu dommage, c'est en tout pas cas pour moi agréable. personnellement. Mais Oui, c'est-à-dire que vous avez les raisins, vous avez les prunes qui sucrent déjà, et si oui, vous rajoutez force cassonade oui. dans le plat, ça devient, je dirais, tellement sucré que ça en devient écœurant. Hum, hum. Excusez-moi, au point que je n'ai pas mangé ma sauce tellement elle était sucrée. Mais il y a moyen de réaliser cette recette-là sans, Oui, sans sucrer autant. Alors, absolument. on sert ce lapin avec quoi? Avec des pommes nature, pommes vapeur, hein, si vous préférez. Jamais avec des frites, jamais avec des pommes duchesse, jamais avec des croquettes, jamais avec des pommes dauphines. Pourquoi? Parce que c'était un plat du pauvre et que le Ah pauvre oui, mangeait des pommes nature. Ça, oui, c'est oui. si on veut véritablement respecter l'esprit de la recette. Maintenant, D'accord. il n'empêche qu'avec le lapin, on peut boire de la bière, on peut boire du vin, hein. Ça, ce n'est Oui, pas un problème. bien sûr. Et puis, il y a le fameux mutio qui va servir, lui, je dirais, d'après plat principal, qui est en fait une ancienne manière dont on concevait la cuisine anciennement, c'est qu'on ne terminait jamais un menu avec un plat principal sans mettre, entre guillemets, une sortie de table. Alors, ce fameux mutio, c'est donc une tête pressée qui a la particularité d'avoir été, je dirais, passée au passe-vite au moulin à légumes après, Ah de sorte oui. que vous avez une granulométrie extrêmement fine Mhm, des petits morceaux de viande. mhm. Et alors, on lie tous ces petits morceaux de viande ensemble, après avoir fait cuire évidemment dans un bouillon type pot-au-feu avec des carottes, de l'oignon, du poireau, du céleri. On va donc moudre ces viandes, on va les mettre dans une assiette et on va rajouter le bouillon de cuisson qui lui est gélifié. Et Mhm. alors, ça va former dans l'assiette, je dirais, un genre de pâté et il se mange en découpant des quartiers dans l'assiette elle-même et on sert avec ce fameux mutio la fameuse salade tournaisienne qui doit comporter au minimum 7 ingrédients qui sont toujours les mêmes et qui sont, je dirais, intangibles, à savoir du chicon, donc de l'endive de Bruxelles, de la salade de blé ou de la mâche, je suis en train de réfléchir, des pommes, des haricots blancs, un assaisonnement, du chou rouge au vinaigre, ça c'est assez précis également, et puis, on peut y mettre d'autres choses, hein. On peut y mettre de la barbe de capucin, on peut y mettre de la betterave rouge, des choses pareilles. Ce sont Mais des on n'y met légumes en tout jamais, cas. en tout cas des légumes, mais on y met... Ah oui, il y a des oignons brûlés également. Oui. Alors, les oignons brûlés, comment on les réalise? On prend des oignons entiers qu'on va passer dans un four violent et on va les y laisser cuire jusqu'à ce que la peau devienne brun très foncé, voire noire. Hmm, Et ensuite, on récupère les oignons, on enlève la peau évidemment, et on récupère la chair cuite des oignons. hmm, hmm. Hein, ça, ce sont les oignons qu'on met traditionnellement dans cette salade. D'accord. Alors, c'est une salade que j'ai eu l'occasion de manger une fois à Tournai, qui est très très bonne d'ailleurs, hein, qui est superbement faite, et qu'on mange avec le fameux mutio D'accord. en accompagnement. Donc, D'accord. c'est une D'accord. salade dont vous trouverez la recette sans Ok. problème sur Oui, oui. Internet Oui, oui. dans les documents que je vous ai donnés. D'accord. Et puis, il y a la galette des rois, bien entendu, avec la fève. Mais Évidemment. le clou principal de cette soirée, c'est l'animation. Et Ah. alors l'animation, ben oui, l'animation, elle se fait avec un jeu de rôle extrêmement précis et selon tout un rituel. Là, vous allez me dire, oui, mais si on mange la galette des rois à la fin et qu'on tire la fève, il faut attendre d'être à la fin du repas pour trouver quels sont les rôles des différents convives. Non, non, pas du tout. Les rôles des différents convives sont déterminés depuis le début du repas. Ah. Alors, il y a à Oui. Tournai une maison d'édition dont je vous enverrai copie du feuillet qui date de 1910. Mhm. C'est un feuillet sur lequel se trouvent des cases avec toute une série de rôles, hein. Ah oui. Il y a entre autres le roi, il y a entre autres des échansons, il y a entre Hmm, autres un fou, etc. hmm. Et on imprimait cette feuille, on la découpait ensuite, il y a 16 cases, on pliait chacun des différentes parties de la feuille qu'on avait donc découpée, on mettait tout ça dans un chapeau ou dans une boîte, et ensuite on présentait le tirage au sort aux personnes les plus âgées pour commencer. Et on faisait comme ça toute la table. Alors, quand il n'y avait pas 16 personnes à table,
on retirait les rôles les moins importants, mais on gardait évidemment toujours le roi. Donc, à un moment donné, il y a un roi qui est désigné, ou une reine. Le roi peut éventuellement choisir sa reine, mais en principe, il y a un roi ou une reine. Il a tout pouvoir ce soir-là. C'est lui qui dirige la tablée. Alors, il y a un fou. Il y a également un échanson. Il y a également toute une série de rôles qui. Et le principe, c'est que quand le roi le décide, il lève son verre et il boit. Et les autres convives doivent obligatoirement répéter le roi boit et boire également. Alors, si on Et, a affaire à un roi qui est particulièrement porté sur la boisson, autant vous dire que la soirée est assez festive, hein. en Et effet, ceux qui ne respectent pas les injonctions du roi sont noircis au bouchon de liège brûlé, par le fou du roi qui, lui, est censé faire respecter l'ordre. Et quand le fou du roi ne fait pas ce qu'il faut, c'est lui qui est noirci au bouchon. C'est dire un petit peu c'est un peu le goudron avec les l'ambiance. plumes, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Donc, j'ai déjà vu, non pas que j'y ai assisté, mais j'ai déjà vu, j'ai eu l'occasion d'y aller l'année passée, mais je n'y suis pas allé parce que, d'après ce que je vois, ce sont des salles entières qui font la fête, avec un bruit indescriptible, une Mhm. ambiance du tonnerre, et quand vous devez reprendre la route après et faire encore 100 kilomètres pour rentrer chez vous, Oui, si vous avez passé toute votre soirée à boire, c'est un petit peu dangereux. Donc voilà. oui, 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 Donc oui. c'est une soirée qui est extrêmement festive, qui est extrêmement populaire à Tournai. Hein, et voilà. Alors la maison Casterman, pour vous dire, cette fameuse maison d'édition, mais Oui, c'est elle qui a pendant des dizaines d'années, qui continue toujours à le faire d'ailleurs, c'est elle qui édite les livres de Tintin, les le bandes fameux. dessinées Mais Tintin. oui, oui, C'est absolument. Casterman. Ouais. Donc voilà. Donc Tournai est une ville extrêmement vivante et cette tradition-là ne Mhm. risque pas, à mon avis, De de s'éteindre. disparaître Oui, tellement oui, elle est oui. connue. D'accord. Alors, nous allons un peu revenir dans l'économie, on va dire, puisque tu veux, Guy, nous parler de ce que gagnent les restaurateurs, Eh oui, eh oui, eh que oui, eh tu oui, vas illustrer avec un restaurateur que tu connais bien, Peter Gossens. tout à fait. Hein. Voilà, que gagnent les restaurateurs? Alors, que gagnent les restaurateurs? On ne peut évidemment pas faire une généralité en disant Non. les restaurateurs, mais certains restaurateurs. Alors, je Ouais, me rappelle quand même, à l'époque où Bernard Loiseau, le fameux chef de Saulieu qui est maintenant décédé, était oui, interrogé, oui. on lui disait, mais enfin, monsieur Loiseau, on va chez vous, hein, il y a les fameuses cuisses de grenouille qui coûtent tant, il y a tel produit, etc. Oui, mais disait-il, vous ne vous rendez pas compte à quel point tout nous coûte cher. Alors, je me rappelle être passé à Saulieu, non pas pour y manger, mais pour regarder la carte, hein, en m'arrêtant et en regardant un peu. Bon, on faisait des œufs brouillés aux œufs de nos poules, on faisait du bouillon au cerfeuil du jardin, etc. On vendait très très cher. Alors, on peut évidemment concevoir que le talent n'a pas de prix, que le savoir-faire coûte cher, que les équipes sont là, que le bâtiment est là, les investissements sont là, les énergies coûtent cher, etc. Néanmoins, croire qu'un restaurateur ne gagne pas sa vie, c'est qu'il a vraiment mal conduit ses affaires. Alors, on va prendre le Sans cas de Peter doute. Goossens, donc ce fameux chef qui vient de décrocher, en tout cas, de son restaurant personnel, de son propre restaurant. Il avait 3 étoiles depuis l'an 2005 et ayant constitué une société, ce n'est donc pas un secret, si on peut dire, son chiffre d'affaires, puisqu'il était publié de manière tout à fait officielle. Donc, il ne s'agit pas ici de voyeurisme ou bien d'une enquête Oui, où on a oui. fouillé les fonds de poubelle. C'était Hmm. tout simplement connu. Alors, des journalistes flamands ont fait l'enquête et puis ont commis un petit article sur, je dirais, ce qu'avait gagné Peter Goossens et son épouse, puisqu'elle travaillait avec lui. Alors, on ne va pas prendre chaque année, évidemment, mais Non, non, non. depuis 2005, que s'est-il passé? À une seule reprise, en 2014, il y a eu une perte. Alors, la perte s'est chiffrée à, quand même, le chiffre est quand même assez éloquent, 343 364 euros. Alors, Oui, évidemment, 343 000 euros, c'est quand même beaucoup. une somme assez importante. Alors, Oui. cette somme, on la doit en principe, et entre autres, à un redressement fiscal qu'a dû affronter le restaurateur. Hmm. Néanmoins, si on regarde les années qui ont précédé euh, cette fameuse perte et qui n'a été, je dirais, qui n'a eu qu'une seule occurrence, ben, on a des gains qui vont de
Attendez, quand on dit des gains, ce sont des bénéfices, hein, soyons Oui, oui, clairs, ce n'est pas du attention. chiffre d'affaires, hein. Oui, oui, oui. Donc, on a des gains qui vont pour la moins bonne année, de 12 000 euros, ce qui n'est évidemment pas énorme, mais à 124 000 et même 378 000 euros, hein, certaines années qui ont précédé cette fameuse perte. Et Hmm. puis, l'année qui a suivi cette perte, on a à ce moment-là un gain de plus d'1 million d'euros, Ouais. hein, qui va être suivi de gains de plusieurs centaines de milliers d'euros les autres années. Et nous arrivons comme ça à la fin de la carrière, je dirais, de M. Goossens, avec en 2019 un gain de 924 000 euros. La fameuse année Covid qui est 2021, là nous sommes encore à 950 000 euros. Et puis l'année 2022, sans doute avait-il annoncé, je dirais, son départ d'une part, et d'autre part la clientèle après la fameuse épidémie du Covid s'était ruée dans les restaurants, que là le gain s'est élevé à plus de 2 millions d'euros net pour une année fiscale. Ouais. Alors tout cela mis ensemble fait que le gain estimé donc et cumulé est de plus de, si je lis bien, 2 776 000 euros de dividendes. Mais l'entreprise, donc les actifs actuels de l'entreprise, donc ont déjà rapporté 8 millions d'euros. Hmm. Hmm. Donc 8 millions d'euros et plus d'ailleurs, quand on y regarde bien, ce n'est quand même pas peu de choses, hein. 8 Oui. millions d'euros euh, de gains totaux. Et alors, la cave à vin, parce qu'il faut quand même parler de la cave à vin, la cave à vin est estimée à 4 850 000 euros. Ouais. Alors, vous pensez bien, dans un établissement comme ça, il y a les plus beaux flacons qui puissent Bien sûr. euh, exister en Bourgogne, en Bordeaux, il y a du Château Pétrus, etc. Bien Ouais. entendu. Alors, il n'y a pas pour 4 850 000 euros de vin en réalité. Il n'y en a que pour 1 385 000. Par contre, on applique le coefficient multiplicatif de 3,5, qui est le coefficient par lequel on multiplie les vins Ouais. Hmm. lorsqu'on les vend, ce Hmm. qui veut dire que la cave, en réalité, a une valeur intrinsèque d'à peu près 4 850 000 Hmm. euros. On Hmm. imagine un peu 4 millions d'euros de vin, s'ils sont vendus, évidemment, mais le but, c'est d'être vendu, bien entendu. Bien sûr. C'est aussi une somme. Alors, on se demande, mais le, le second de cuisine, le restaurateur qui a repris cet établissement, on ne connaît pas, bien entendu, les transactions et les modalités, ça ne nous regarde pas finalement. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'il doit avoir, entre guillemets, les reins solides Oui. pour pouvoir investir Oui. dans un établissement où il y a d'abord le fonds de commerce et Ouais. puis il y a la fameuse cave à vin pour plus d'1 million d'euros. Vous imaginez qu'il y a Ouais. intérêt à faire du couvert par la suite, bien entendu, hein. Donc Absolument. voilà, est-ce qu'un restaurant ça rapporte? Ben oui, à condition d'avoir la clientèle, hein, et à condition de bien savoir mener ses affaires et d'avoir une belle adéquation entre les coûts réels de production et le Oui. prix de vente des menus. Ouais. Évidemment, lorsqu'on vend ces menus boissons comprises ou parfois même hors boisson, 500 euros par personne, il est évident qu'on doit donner de la qualité, ça va de soi. Mais Oui. ça permet également de dégager de la marge et c'est la seule manière de faire. Absolument, absolument. Donc, évidemment, on peut toujours dire qu'on a des tas de charges, mais quand même, Quand on sait on mener, gagne de quand on l'argent. sait mener sa barque, il y a moyen de Oui, gagner de oui, l'argent oui, tout à et fait. pas mal du tout d'ailleurs. Alors, Alors, on pourrait se dire, mais que devient notre ami Peter Gossens dans toute cette histoire-là? oui, c'est Alors, vrai, au passage. il est évident que ce genre de personne qui est encore très jeune, quand je dis très jeune, c'est le début de la soixantaine, donc on est encore jeune à l'époque actuelle, eh bien, il s'est reconverti. Il s'est Voilà. reconverti non pas en vendeur de voitures, mais dans un autre poste dont je vous parle dans un instant. Que devient, au final, que va faire Monsieur Peter Gossens, Guy? Est-ce qu'on Ah, eh bien, on Peter sait? Gossens n'a évidemment pas attendu, et je pense que son projet était déjà mûrement réfléchi avant même la remise de son établissement, Sans doute. hein. Et il va donc aller s'installer, c'est déjà fait d'ailleurs, dans un établissement de très 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 haut de gamme à Knock, qui est une localité, Claude, que vous connaissez bien, pour Oui, l'avoir fréquenté, absolument, qui est le une Clozout. localité extrêmement, je dirais, huppée de la côte belge. C'est je Ouais, dirais, la grande station balnéaire du nord de l'Europe, je oui, dirais, qui peut rivaliser avec
les stations du midi de la France Et d'ailleurs, je ne connaissais Knock le Zout que à travers Jacques Brel. qu'à travers J'ignorais Jacques Brel qui l'a chanté, totalement, évidemment. tout à fait avant que tu m'y emmènes et Oui, que qu'on. je t'y emmène. Bon, euh, donc il y a là-bas un établissement qui n'est pas sur la côte même, qui est, ils ont un petit peu en retrait dans les terres, mais qui est à Knock même, hein, ouais, qui s'appelle La Réserve, qui existe depuis des dizaines d'années, qui a été racheté par un financier qui est un milliardaire et qui s'appelle Mark Cook. Alors oui, Mark Cook, pour dire un petit peu quel était le personnage, il était propriétaire et actionnaire principal d'une société de produits pharmaceutiques appelée Omega Pharma. Il a revendu sa société, dont il est actionnaire à plus de 90%. Il en a retiré énormément d'argent et il investit tout cet argent en Belgique. Il l'investit aussi bien en Wallonie qu'en Flandre et il achète comme ça. Bon, sa fortune est quand même estimée, enfin, à plus d'1 milliard d'euros, hein. Ça situe un peu le chiffre du personnage. Donc, il investit tantôt 40 millions ou 45 millions dans ceci, dans cela. Il est entre autres propriétaire et copropriétaire du fameux parc animalier Périda. Isaac, vous connaissez peut-être de nom, qui oui, se trouve dans le Hainaut. Il est également actionnaire principal du Football Club d'Anderlecht. Il possède également des parts importantes dans le LOSC, qui est le club de football de Lille. Il aime beaucoup ce qui est football. Il a également investi dans un endroit charmant en Ardennes qui s'appelle Durbuy. Durbuy qui est une petite ville, officiellement c'est une ville mais de quelques petites centaines d'habitants. C'est la plus petite ville du hum, monde, dit-on, où il a racheté toute une série d'établissements de restauration qui avaient vraiment pignon sur rue. Donc, il investit. Alors, il a racheté cette fameuse réserve qu'il a modernisée, fait transformer, et il voulait avoir un chef émérite pour tenir, je dirais, les rênes de la brasserie, du restaurant, de la fameuse réserve. Alors, je vais vous faire un petit peu état de la carte. Je n'ai pas oui, trouvé les prix, mais enfin, par contre, vous allez un petit peu comprendre ce qu'on y sert, hein. hum, Alors, pour commencer, vous allez pouvoir consommer, par exemple, des huîtres de Zélande gratinées, avec éventuellement un supplément de caviar belge. On va également y faire des plats beaucoup plus traditionnels, comme les fameuses croquettes de crevettes de la mer du Nord, ou la salade de crevettes de la mer du Nord avec des œufs de caille, ou éventuellement des langoustines à l'advocate et à la pomme verte. Ça, c'est pour commencer. Il y a bien sûr des produits des recettes à base de caviar, comme la fameuse pomme moscovite, avec un beurre blanc. Il y a des duos de crustacés, il y a des terrines de foie gras, évidemment, ne pas oublier ce genre de produits. Alors, au niveau des poissons, ben, vous avez du cabillaud, vous avez de la sole sous plusieurs formes. Alors, vous avez un plat que j'ai trouvé très original. C'est une bouchée à la reine que vous connaissez, la bouchée à la reine, bien qui sûr. est faite avec du poulet fermier, mais Hum, également des crevettes de la mer du Nord et du riz de veau. hum, Donc, tout ça dans le même plat. hum, Euh, Ça me fait un petit peu penser, finalement, à une recette qu'on trouve dans la région, je dirais, de l'Ain en France, hum, où on associe de la volaille de Bresse avec de l'écrevisse, par exemple. absolument. Vous voyez, donc ici, on a du poulet avec des crevettes, pourquoi pas, et du Hum, riz de veau. bah oui. Hum, Alors, vous avez également des viandes, vous avez du rib de Holstein, vous avez du faisan à la fine champagne avec des chicons. Là, c'est un petit peu de la cuisine fusion. On va faire une recette de tradition française qui est une recette à la fine champagne en mettant du chicon, qui est un produit tout à fait belge. Et hum, puis, vous avez peut-être plus banalement, mais ça doit être exécuté à la perfection, du coquelin à l'estragon. hum, Alors, vous avez quoi? Ben, vous avez des douceurs avec tout ça, hein. La fameuse dame blanche. Alors, la dame blanche, c'est vraiment le dessert glacé emblématique qu'on trouve en Belgique, qui est différent de la recette classique française. La dame blanche est en fait une glace vanille chantilly avec du chocolat chaud, mais ici, le chocolat chaud, donc ce n'est pas la boisson, c'est une sauce chocolat, hein. hum, C'est un chocolat Brésil à 74% de cacao. Alors, vous avez une mousse au chocolat, qui est également un dessert très, très couru en Belgique, mais avec un chocolat Costa Rica à 75%, évidemment. Alors, le flan au caramel ne va pas être un flan au caramel banal, c'est un flan au caramel à la bergamote, hein, pour ne pas, disons, faire tout bêtement à la vanille. Et puis, vous avez un baba qui n'est pas vraiment un baba au rhum traditionnel, qui est un baba au rhum, mais un rhum de 7 ans ah oui. d'âge, Oui. avec de l'ananas, hein, et puis une poire pochée avec des amandes et du sabayon,
hein, un millefeuille avec une pomme amandine et de la vanille, et vous avez des crêpes Suzette avec de la glace, du Mais tiramisu, des choses comme ça. est-ce que tu penses que les crêpes Suzette sont préparées au guéridon? Ah, je n'en sais trop rien. Comme c'est une brasserie, on peut tout On peut imaginer. imaginer, Je hein, suis allé comme au train bleu, par avec exemple. quelqu'un que vous connaissez pendant les vacances de Pâques ici. Je suis allé dans une brasserie à Bruxelles que je n'avais jamais fréquentée, qui s'appelle les Armes de Bruxelles. Hein, Et je suis allé avec mon ami Marc, d'accord. avec lequel j'ai commis le précédent site. Par les cuisines, Et oui. oui, par les cuisines. Et nous avons vu qu'il y avait des crêpes flambées, qui étaient des crêpes dont nous n'avons pas pris ça, hein, parce que nous avons pris autre chose, mais enfin, peu importe. Ouais. Il y avait des crêpes flambées et j'ai vu qu'il y avait des guéridons avec des tables à flamber et qu'il y avait des bouteilles de mandarine Napoléon à côté. Ah Et bon, on oui. indiquait bien à la carte crêpes flambées à la mandarine Oui, Napoléon. oui, oui. Donc, on réalise encore Hum, des crêpes flambées au guéridon dans hum, certains établissements, hum, hum. qui ne sont pas forcément des établissements 3 étoiles, hein, qui sont des Oui, établissements mais de type brasserie de luxe, oui, tout c'est bien, c'est simplement. brasserie, ça, hein, oui. Voilà. Et Ouais. alors, nous avons vu servir à la table à côté de la nôtre une crème brûlée qui était flambée. Hum, Alors, la crème arrive, je dirais, brûlée, caramélisée, et puis le personnel de salle verse un alcool sur le dessus de la crème, et hum. puis il met le feu. Alors, j'ai demandé évidemment, mais qu'est-ce que c'est comme alcool? Et alors, le personnel qui m'a répondu était un personnel d'origine française qui m'a dit, c'est de l'alcool alimentaire. Bon, Ah évidemment, oui, je me doute bien que c'était oui, pas de bien l'alcool à sûr. brûler, mais enfin, je n'étais quand même pas beaucoup plus avancé, et je Oui, crois que c'était une réponse qui ne, comment dirais-je, qui n'admettait aucune question supplémentaire. Je oui, l'ai c'est compris ça, dans là, ce bon, oui, sens-là. d'accord, bon. C'est de l'alcool alimentaire, monsieur. Oui, ah, Oui, oui, ouais, j'aurais bien voulu savoir, mais quel alcool, monsieur? ouais. Bon, voilà. D'accord. Oui, des flambages, ça existe encore, Oui, évidemment, oui, mais oui. de moins en moins. On en trouve quand même, malgré tout, en Belgique, dans pas mal d'endroits, Ah oui, ouais, ouais, ce ouais. genre de finition en salle. D'accord, Mais d'accord. on se doute bien que Peter Gossens ne va pas aller travailler là, je dirais, pour rien, et qu'il Sans va doute. pouvoir, je dirais, faire repasser son art, Oui, je dirais, dans toutes les grandes il va longueurs, sans sans doute aucun problème. il va sans doute revisiter la carte, Les recettes classiques, et puis les si ce n'est recettes déjà fait de classiques. toute Oui, façon, hein. c'est déjà fait. Alors, continuons dans l'économie, Guy, puisque tu t'es intéressé au secteur alimentaire et est-ce qu'on gagne de l'argent dans le secteur alimentaire? Ah oui, alors pour faire ce genre de petite synthèse, je suis allé voir sur Internet, qui est une Ah, mine inépuisable d'informations, et absolument. j'ai tapé dans Wikipédia la liste des plus grandes fortunes de Belgique. Et je suis tombé sur une liste de 35 milliardaires. J'ai bien dit des milliardaires, je n'ai pas dit des millionnaires. Oui, oui, Donc des oui. gens qui ont une fortune estimée à plus d'1 milliard d'euros. Alors, on ne va pas les voir toutes puisque certaines ne nous intéressent pas, en tout cas d'un point de vue alimentaire, mais nous allons voir, disons, déjà la première. Alors, la première, c'est un certain Eric Wittouk, qui a une fortune estimée à plus de 10 milliards d'euros. C'est quand même pas mal. Alors, évidemment, 10 milliards, ça nous paraît beaucoup, mais ce sont des petits milliardaires par rapport aux milliardaires français, hein. Quand on pense à Bernard Arnault, Ah bah bon, ça oui, dépend un petit peu comment on calcule sa fortune, mais lui, qui est aussi en partie dans de l'alimentaire, puisque LVMH, c'est Louis Vuitton pour la oui, maroquinerie, mais il y a oui. également le Moi, été champagne le champagne, oui, et les alcools, donc il y a quand même oui, de oui, l'alimentaire dedans. Bon, oui. lui, sa fortune est estimée entre 134 milliards et plus de 200 Bah, milliards, ouais, il se tire selon la la manière bourre. dont on la calcule, Oui, il se évidemment, hein. tire la bourre avec Elon Musk, Bill Gates et tous ces Oui, gens-là, quoi, maintenant, hein. il faut dire aussi que ce n'est pas une somme qui est sur un compte en Ah banque, non, hein, mais il faut bien en être évidemment, conscient, bien sûr, bien parce sûr. que d'une part, la famille est impliquée, donc il y a plusieurs actionnaires familiaux. Quand on dit c'est Bernard Arnault, oui, mais enfin, c'est Bernard Arnault et consorts et consoeurs, et bon, c'est pas lui tout seul. Et puis Ouais, d'autre part, il y a là-dedans, je dirais, des valeurs qui ne sont pas des actifs financiers. Il y a des choses qui sont des bâtiments, qui sont absolument, des noms de marques, etc. Ce tout à n'est pas fait, forcément de l'argent qui est disponible et qu'on peut aller chercher bien et sûr. dire, voilà, je retire tout de la banque et je fais des confettis avec, hein. Bon, donc ici, dans le cas de notre ami Eric Wittouk, que je ne connaissais pas spécialement en tant que personnage, mais enfin bon, plus de 10 milliards d'euros. Il est installé à Monaco, hein, ce monsieur, même s'il est belge, bien entendu, il a été anobli, hein, parce que
qui dit grande fortune dit souvent noblissement. Eh bien, Oui, lui, il a à voir avec les sucreries de Tirlemont. Alors, les oui. sucreries de Tirlemont, ce sont les industries, je dirais, phares de la Belgique, qui ont été, entre autres, rachetées par un groupe allemand, etc. Mais il a sûrement encore des actions, c'est ce qui fait sa fortune. Hmm. Et alors, ce qui est curieux, parce que c'est ce qui est indiqué, en tout cas, sur Wikipédia, il est également actionnaire chez Weight Watchers. Oui, Alors, alors, c'est elle un est petit bonne, ça. peu l'ange et le démon, finalement. Vous avez l'industrie du sucre, qui est quand même connue pour être responsable de toute une série de problèmes, sans en avoir l'air, hein, l'obésité, le diabète de type 2, etc. Et puis, vous avez en même temps Weight Watchers, qui est l'antidote, si on peut dire, Hmm. à la malbouffe, et qui finalement, si on vend beaucoup de sucre, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui auront des problèmes. Donc, investissons dans Weight Watchers, Ben qui va absolument. être là pour les solutionner. Couvrons Donc, tout c'est le très bien. spectre. Oui. Tout le spectre est couvert et ça rapporte apparemment de l'argent. Oui. Alors, en deuxième lieu, toujours quelqu'un qui a plus de 10 milliards d'euros et qui est installé en Suisse, c'est Alexandre Van Damme, qui lui est un des actionnaires principaux de AB InBev. Et je rappelle que AB InBev est le plus important groupe brassicole du monde, qui est né de la fusion d'Interbro, qui était aussi le groupe le plus important du monde à l'époque, et qui lui était le résultat de la fusion de Stella Artois et de Jupiler, donc la bière de Louvain et la bière de Liège, qui ont racheté toute une série de brasseries et qui ont fondé AB InBev en rachetant une brasserie au Brésil. Le siège est toujours à Louvain en Belgique. Et cet Alexandre Van Damme était quelqu'un qui cultivait la plus grande discrétion. Alors, il allait entre autres voir des matchs au Football Club d'Anderlecht et il allait dans le public, il n'avait pas une place réservée à un endroit bien Mhm. particulier, il se Mhm. fondait vraiment dans la foule. Et Mhm. alors, il avait menacé la chose suivante, il avait dit, si on publie quelque part une photo de moi ou de quelqu'un de ma famille, je quitte le pays parce que je veux absolument être anonyme. Mhm. Et il y a un jour une photo qui a été prise au téléobjectif par des journalistes qui l'ont reconnu, qui l'ont identifié parce que le bonhomme cultivait vraiment l'anonymat, hein. On ne pouvait Mhm. pas trouver la moindre photo le concernant. Et dès le jour où il y a eu cette publication, je dirais dans la presse où il était vaguement reconnaissable, parce que c'était pas une photo, je Mhm. dirais, à publier en couverture de Paris Match, hein, c'était vraiment une photo Oui, oui. dans une foule. Du jour au lendemain, il a claqué tout en Belgique et il est parti s'installer en Suisse, où là, faut-il croire, l'anonymat le plus important Oui, là, il n'y a pas est de problème. préservé, mais Oui, oui. il n'empêche qu'il est quand même resté belge et que il Ouais. est aussi donc dans l'industrie agroalimentaire par la brasserie. La Mhm. troisième fortune qui est moindre puisqu'elle n'atteint même pas les 7 milliards, mais enfin, Oh! on ne va pas bouder, c'est toujours AB InBev, hein, avec cette fameuse brasserie qui est le leader mondial. Et puis en quatrième lieu, nous avons un baron, qui est le baron Jeff Colruyt. Alors Colruyt, pour les Belges, c'est extrêmement connu, ce sont les magasins Colruyt qui sont des magasins, disons, de type discount. Alors, ce n'est pas Aldi, ce n'est pas Lidl, mais ils ont été précurseurs. Ils se voulaient être les pionniers en Belgique en matière de baisse des prix. Et Hmm. il y a des dizaines de standardistes qui travaillent chez Colruyt et auxquels vous pouvez téléphoner en disant, voilà, je vais aller faire mes courses à tel endroit et tel produit est vendu à tel prix et chez vous, il est vendu quelques centimes plus cher. Pas de problème, nous baissons immédiatement notre prix. Et dans les Oui. magasins du groupe Colruyt qui sont situés dans la zone de chalandise de l'autre magasin qui fait des prix plus intéressants, eh bien, il y a réalignement des prix, au minimum le réalignement, voire un prix légèrement inférieur. Ça, Eh c'était la ben, force de Colruyt. ah Autre oui. force de Colruyt, c'était de dire, chez nous, tout luxe ostentatoire est banni. Donc, vous avez des magasins qui sont un peu comme des entrepôts, Hmm. à savoir que vous avez des marchandises qui sont rangées, je dirais, à proximité de la zone de vente, sans aucun problème. Vous n'avez pas de frigo individualisé pour les produits tels les yaourts. Vous avez en fait une immense chambre froide dans laquelle vous entrez avec votre caddie et vous vous servez de fruits, de légumes, de fromage, etc. Vous aviez des congélateurs qui n'étaient pas des congélateurs avec des vitres ou des congélateurs ouverts, ce sont des bahuts comme chez vous dans lesquels se trouvent des aliments, et puis quand vous avez pris le produit qui vous intéresse, vous refermez le bahut et le froid reste bien emprisonné Mhm. sur les aliments. Vous avez un sol qui n'était pas un beau sol fait de carrelage,
Mhm. de mosaïque ou de je ne sais quoi. Vous aviez un sol en béton propre mais simple, et Mhm. ils ont gagné, je dirais, à ce niveau-là, pour pouvoir faire baisser leur prix. Et maintenant, ils ont alors, au niveau de la caisse, au tout début des magasins Colruyt, vous aviez des cartes. C'était des cartes perforées qui se trouvaient devant chaque catégorie d'aliments, devant chaque aliment. Et Mhm. vous deviez prendre une carte, je dirais chaque fois que vous preniez un aliment, et quand vous passiez à la caisse, il n'y avait pas un pointage de chaque aliment, hein. Le Mhm. préposé à la caisse prenait l'ensemble de vos cartes, il les mettait dans une machine qui les analysait à une vitesse VV prime et qui vous faisait votre addition en fonction des cartes en question. Et puis Mhm. ils ont supprimé ce système de cartes et ils ont mis un système de pointeurs. Et maintenant, ils ont même encore un autre système qui est un scan qui se trouve au plafond. Alors, je ne sais Ouais. pas comment le scan du plafond fonctionne, mais ce qui se passe, c'est que le préposé prend votre caddie et il transfère les marchandises de votre caddie dans le caddie d'à côté. Et vous Mhm. partez, vous quittez le magasin, non pas avec le caddie qui vous a servi à faire vos courses, mais avec le caddie Mhm. qui vous a été, disons, donné par la suite. Alors, Ouais. ils ont un fameux contrôle là, hein. Pas Ah ben, question bien de sûr. ne pas pointer un aliment, pas question d'en laisser un dans votre caddie et de Oui. ne pas le donner à la caissière, puisque c'est un préposé du magasin qui va faire le transfert et qui va contrôler si chaque produit est Mhm. effectivement pointé. Donc ça, Mhm. c'est pour la quatrième fortune. Et puis après, ben, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau hein, au septième rang AB InBev qui réapparaît. Et puis, au neuvième rang, vous avez un monsieur qui a 3 milliards d'euros et qui est le patron de Lotus Bakeries. Alors, Lotus Bakeries, c'est un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose. Ce Non. sont les fameux spéculoos Lotus Ah oui. qui ont conquis Oui. le monde entier Mhm. et qu'on trouve en individuel dans tous les cafés, les restaurants, je dirais pas dire de toute la planète, mais enfin qu'on trouve quand même dans beaucoup d'endroits, et qui eux-mêmes ne font pas que des spéculoos en Belgique, ils font des gaufres, ils font des frangipanes, enfin toute la biscuiterie industrielle, comme quoi que. Et alors, bon, si je descends encore un tout petit peu, vous avez de nouveau des gens de chez AB InBev, et puis vous avez au 29e rang, si je ne me trompe, voilà, 29e rang, vous avez une fortune qui est, elle, dans le domaine de l'industrie agroalimentaire concernant les produits de boulangerie et de pâtisserie, qui s'appelle Puratos, avec une fortune estimée à 1,270 milliards d'euros. Alors, le groupe Puratos est extrêmement connu de tout ce qui est boulanger-pâtissier, à la fois pour les mélanges de farine pour les pains spéciaux, mais également pour tous les produits de type matière grasse spéciale que l'on met maintenant, les adjuvants et tous les produits auxiliaires de la fabrication, Mhm. je dirais, de la boulangerie et de la pâtisserie. Donc, sur les Mhm. 35 milliardaires que j'ai répertoriés, il y en a 8 qui sont dans le domaine agroalimentaire. Oui. C'est dire à quel point ce secteur-là est un secteur qui est, je dirais, lourd Porteur. au niveau financier et qui est Oui. porteur, bien entendu. Oui, absolument. Alors, quand on est en train de parler de tous ces produits, j'ai également lu un article qui m'a un peu surpris et qui signale que la Belgique était le pays qui était le plus grand exportateur, je dirais, mondial de margarine. Alors vous Oui. allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible qu'un pays aussi petit soit finalement le premier exportateur mondial? Ce n'est pas forcément le premier pays producteur, mais c'est en tout cas celui dont la part de bénéfices dans son commerce extérieur est la plus importante par l'exportation des produits de type margarine, à savoir que ces produits représenteraient un peu plus de 9% de la balance commerciale au niveau des exportations du pays. C'est le deuxième pays du monde à ce niveau-là, mais c'est par contre le premier pays du monde en valeur de ses exportations calculées en dollars. Ah oui. Donc, c'est assez, oui, voilà. Il faut savoir un petit peu comment on doit lire le chiffre. Donc, que le pays soit le premier du monde avant les États-Unis, avant l'Allemagne. Enfin, voilà, c'est assez bizarre. Mais ne pas oublier que la Belgique est le leader mondial, je dirais, des produits qui exportent les produits chimiques au niveau mondial, hein. Mhm. Pour une raison toute simple, c'est que le deuxième pôle chimique mondial se trouve en Belgique, à Anvers, Oui. après celui de Houston aux États-Unis. Le pétrole arrive peu à Anvers, mais par Amsterdam. Mhm. Il est relié, le groupe le pôle chimique d'Anvers est relié par pipeline au port d'Amsterdam, et le pétrole arrive comme ça, je dirais, en Belgique. Et la Belgique est également le premier pays exportateur de médicaments finis au monde Mhm. avec d'immenses groupes,
je dirais, de chimie et de pharmacie. Mhm, mhm. Voilà, ça c'est Alors, la balance commerciale. Il faut bien, après avoir bien mangé, soigner tous les malades. Donc, mais absolument qu'on a on fait les créé. médicaments. On fait les médicaments. Voilà un Alors, petit peu pour les nouvelles. oui, bah, il y a encore une dernière nouvelle qui est un petit peu plus rigolote, celle-ci. Il y a un pizzaiolo napolitain Eh oui. qui scandalise les gens qui aiment la pizza. Est-ce que tu veux nous raconter cette histoire Ah, rigolote? tout à fait. Donc, il y a eu un fameux séisme, hein, parce qu'on a l'air de Oui, c'est un croire que ce n'est pas séisme. grand-chose, c'est un séisme, hein, Oui, oui, tout à en fait. Italie. Alors, évidemment, l'Italie est une terre qui est propice aux séismes vrais, hein, aux tremblements de terre de toutes sortes, Oui, avec des volcans qui sont toujours actifs, avec absolument. des failles, avec parfois même de très nombreux, et malheureusement, de très nombreux morts. Néanmoins, pour les Italiens, oser brader la pizza, oser faire ce que ces étrangers-là seulement faisaient, associer l'ananas avec la pizza, mais quelle honte, Oui, alors, quelle déchéance, quelle horreur. c'est C'est un incroyable. scandale, c'est un scandale. Alors, on trouve la pizza aux ananas, bien sûr, partout dans le monde. On la trouve en Allemagne, on la trouve en Belgique, Oui. évidemment, on la trouve aux États-Unis. Alors, personnellement, ça ne me dérange pas, je vais vous dire pourquoi. Il y a eu un champion du monde de pizza en Italie qui était installé, enfin qui est d'ailleurs toujours installé à Rome, à proximité du Vatican, et une émission d'investigation française est allée lui rendre visite, et il sert de la pizza à la découpe, qui n'est absolument pas la même pizza que celle qu'on rencontre chez les pizzaiolos, chez lesquels nous allons manger éventuellement le week-end, à savoir qu'il cuit sa pizza dans de grandes plaques, et qu'il la découpe même au ciseau tellement elle est tendre. Ah Et oui, une oui, de ces oui. pizzas est une pizza à la vanille. Ah oui. Voilà, avec des gousses naturelles de vanille. Donc, ce pizzaiolo-là, qui est champion du monde, n'a pas fait, je dirais, de séisme aux murailles du Vatican qui sont à proximité de son établissement. Il est champion du monde. Par contre, celui qui a osé mettre de l'ananas, lui, alors là, il est décrié. Maintenant, il fait une pizza aux ananas qu'on va qualifier de haut de gamme. On pourrait s'attendre, comme chez nous, à ce que la pizza aux ananas soit réalisée sur une pizza sur laquelle on a d'abord mis une couche de tomates, hein, qu'on a mis du fromage, du jambon et de l'ananas, ce qui est très bon au demeurant. Il faut reconnaître que quand on aime le contraste sucré-salé, ça Mm, le fait, comme on dit. Hein. mm, mm, Non, mm. il fait une pizza blanche, c'est-à-dire qu'il ne met pas de tomates, et il caramélise son ananas, il Ah lui oui. fait subir une espèce de préparation préalable. Nous dirons que c'est de la gastronomie. Néanmoins, le fait de mettre de l'ananas sur de la pizza, ça a été vécu comme une trahison par les Italiens et par comment dirais-je, Les par les Napolitains. pizzaiolos traditionnels. Et surtout que il est parti de la pizza margherita. Hein, Oui, donc, il a là, appelé ça voilà. margherita aux ananas. Or, la margherita Margarita est la con première ananas. pizza qui a été créée en l'honneur de la reine d'Italie, Marguerite, Ah oui. de Savoie, évidemment. Ouais. C'était un non-sens. Néanmoins, il a défendu bec et ongle pardon, son point de vue, et apparemment, il tient bon. Et puis, bon, ben, il y a, comme partout ailleurs, des partisans, des opposants. J'ai lu quelques articles de gens qui ont dit, ben oui, mais finalement, on peut créer, on peut innover, et pourquoi pas après tout. Absolument. Hein, on n'est pas obligé d'être Ouais. figé dans une Ouais. appellation ou dans Mhm. quelque chose. Mais Non, mais c'est vrai que c'est une fameuse révolution. tout à fait. Puis il est napolitain, le pizzaiolo, donc évidemment, c'est tout à fait rigolo. Oui, Eh bien, Guy, merci beaucoup pour cet épisode étonnant, rigolo, riche cette d'informations. actualité, finalement. Hein. C'est tout à fait d'actualité. Et nous aurons Merci. encore quelques sujets pour la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Ah, je pense. Merci, Guy. À bientôt, Claude. À bientôt. Au revoir, chers amis. À bientôt.